Dans la famille Roche, le cyclisme est une histoire de famille où chacun a réussi à se faire un prénom. Coureur devenu directeur sportif, notamment Nicolas Roche est l'invité du match dans le match. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ravi de passer ce petit moment avec vous, Nicolas, parce que on va revenir sur votre carrière. On va beaucoup parler cyclisme, bien sûr. On va parler Jeux Olympiques aussi, parce que on est en plein dedans. Je le disais, c'est une histoire de famille. Bien sûr, fils de Stéphane Roche, mais il y a des oncles dans le cyclisme, il y a un cousin dans le cyclisme. Donc forcément, les premiers souvenirs de vélo, ce sont des souvenirs familiaux. Ah oui, totalement, ouais. D'ailleurs, je peux même pas dire la première fois que j'ai un souvenir de vélo, tellement c'était naturel. Je me rends compte quand chaque année à Noël, on sort les vieux albums avec ma mère et puis on regarde en arrière et j'ai dit, mais là, je faisais déjà du vélo. Au départ, je racontais l'histoire, oui, c'est venu en plus tard, quand j'ai grandi, vers 7-8 ans, mais en fait, non, déjà à 3-4 ans, dès que je pouvais être sur un vélo, j'étais dessus. Mais alors, comment ça s'est passé cette courte carrière au Parc Celtique là, on parle de foot, parce qu'il y a eu du foot aussi. Alors, il y a eu du foot. Alors, ça a même commencé et avant du rugby. Ça a commencé, le football a commencé quand on était encore en région parisienne avant de redéménager en Irlande pour la deuxième fois. Donc, j'avais 8-10 ans. Et à ce moment-là, je faisais de l'athlétisme et le foot, c'était vachement plus fun que d'aller faire du cross-country tout seul. Et donc, du coup, j'ai mis de côté l'athlétisme et je me suis inscrit au club de foot qui était à Sagy, donc dans le Vexin. Et ensuite, on a déménagé cette année-là en Irlande, je crois que c'était 98 ou 99. Et je me suis mis à jouer au foot là-bas, parce que je faisais du foot déjà en France, à Parc Celtic. Et en même temps, j'ai commencé à faire ma première course de vélo. Et j'ai bien aimé. J'ai demandé à Papa Noël un vélo pour l'occasion. Il avait ce qu'il fallait dans la hotte. Vu la famille, il y avait ce qu'il fallait. Il était prêt. Et l'année suivante, en fait, j'ai joué au foot et j'ai fait. Oui, là, j'étais jeune, là. J'ai joué au foot et je faisais du vélo en même temps, comme ça. Et puis, l'année d'après, mes parents ont décidé qu'il fallait que j'aille à l'école irlandaise et on m'a mis en sport-études rugby. Donc là, j'ai mis de côté le foot et j'ai joué au rugby en faisant du vélo. C'est incroyable. Et mais malheureusement, je me suis fait les ligaments croisés. Mais pas au rugby, en jouant dans un parking au foot avec des copains, tordu le genou, et ma carrière de foot et de rugbyman était déjà à pied. Ils n'avaient pas voulu m'opérer parce que j'étais trop jeune, j'avais que 15 ans. Et 6 mois après, mes parents ont décidé de revenir habiter en France, et ça a été un peu le clic dans ma carrière vélo, parce que la rééducation était faite essentiellement autour du vélo. Et cette année-là, j'étais sur la côte, et il y avait toutes ces petites courses, les critériums, ils appelaient ça, donc, et les nocturnes d'été sur Antibes, Valoris, Golfe-Jean, sur le port ici à Monaco. Et j'ai vite pris goût. Et en fait, vu que je faisais plus que du vélo et pas 4 autres sports en même temps dans la semaine, j'étais vachement plus performant quand on arrivait sur le dimanche. Parce que quand je faisais les matchs de rugby le samedi et que je faisais 5 entraînements de rugby dans la semaine et 1 entraînement vélo, le dimanche, il y avait plus rien dans les baskets. Donc là, du coup, je me suis rendu compte que en faisant que du vélo, j'étais pas si mauvais que ça. Ouais. Et ça a été un peu le début de la deuxième partie qui était exclusivement vélo d'ailleurs. Bien sûr. Et à ce moment-là, votre père, Stéphane Roche, il vous dit quoi ? Parce que lui, ça a été un grand coureur cycliste. Il sait que c'est un métier difficile, un sport difficile, qui demande des sacrifices, beaucoup de travail. Il vous encourage, il vous dit, t'es sûr que tu veux pas vraiment tenter autre chose ? Alors à ce moment-là, il était pas trop en faveur. Ouais. En plus, j'étais pas trop mauvais à l'école, ça se passait bien. Et il avait des doutes dans mes capacités à être concentré sur le vélo. C'est vrai que comme tout adolescent qui arrive de l'Irlande sur la Côte d'Azur, j'avais une vie sociale active. et c'est pas toujours facile après à faire les sacrifices. Sauf que je les ai faits. Donc de loin, ça pouvait ça ressemblait à que oui, j'avais mes nouveaux copains, on allait à droite, on allait à gauche, mais dès qu'il fallait s'entraîner, j'étais toujours à l'heure et toujours prêt pour s'entraîner. Et c'est un petit peu plus tard qu'on a eu notre premier conflit, donc après le bac, où j'ai dit, je pense qu'il faut que je prenne une année sabbatique parce que je veux être pro l'année prochaine. Et là, il m'a fait, non, ça va pas aller, je veux au moins que tu aies une licence et on verra. Puis à l'époque, on passait pro à 23, 24 ans, c'est pas maintenant, à 19 ans, ou 20 ans, ils sont déjà pro ou dans des équipes de formation. Tout va beaucoup plus vite aujourd'hui et on y reviendra. Donc, mais là, en 2004, ça se faisait pas trop encore. Mais moi, j'étais convaincu, j'avais fait une super saison, fin de saison 2003 et début 2004, et j'ai dit non, à la fin de l'année, je
je serai pro. Donc on a trouvé un accord. D'abord on a cherché une université qui peut-être pouvait me faire un peu pas mi-temps, mais en alternance. En alternance, ouais. Parce qu'à l'époque mon père avait un hôtel à Villeneuve-Loubet. Et donc on a regardé dans l'hôtellerie, mais le problème c'était les absences. Donc j'étais obligé de m'absenter enfin, quasiment tous les week-ends, mais ça me mordait un peu le vendredi et un peu sur le lundi. Donc on n'a jamais trouvé une école qui était capable de m'accepter. Et à ce moment-là, on s'est mis d'accord, on a fait OK, on se donne 1 an. Tu viens bosser à l'hôtel pendant 6 mois, parce qu'il est hors de question que tu fasses que du vélo. Et dans 6 mois, tu feras 6 mois de vélo. Et cet hiver, on fait le point. Et soit tu refais 6 mois, mais c'est ta dernière année, ou t'as raison, t'es passé pro, et puis on verra plus tard. Mais au départ, il y croyait pas trop, et puis par la suite, il m'a encouragé quand on a vu que finalement ça se passait bien et qu'il avait aussi un bon retour. À ce moment-là, il y avait encore énormément de personnes qui travaillaient dans le vélo, qui avaient travaillé avec lui. Donc quand il venait me voir sur les courses ou qu'il était à droite à gauche, il croisait du monde du vélo. Il avait essentiellement des bons feedbacks, donc ça l'a rassuré. Et après, il était plus confiant dans le choix de carrière. Et justement, cette carrière, on va y venir, elle a été longue, 17 ans, avec de très belles perfs. Avec le recul, pour clôturer la page papa, on va dire, cette ombre du père, elle vous a plutôt rendu service ou desservi? Il y a eu les deux. Il y a vraiment eu les deux. Je vais commencer avec le desservir, où j'étais pas un mauvais jeune. J'étais passé pro très jeune, mais pour l'époque, mais j'étais pas mauvais, j'étais bon. Mais vu que mon père avait déjà gagné Paris-Nice à 21 ans, c'était facile de décevoir. C'est-à-dire, je suis passé pro et comme j'avais été bon en amateur, tout le monde pensait que j'allais être la superstar à passer pro à 20 ans. J'étais pas la superstar. J'étais un très bon jeune, mais j'étais pas la superstar. Donc j'ai énormément déçu la première année où ils s'attendaient à ce que je gagne énormément de courses et j'ai gagné que dans ma deuxième année pro et pas ma première. Mais j'ai eu aussi le bon côté où, comme on dit, il n'y a jamais de mauvaise publicité. C'est vrai. Et j'étais toujours dans les médias. Il y avait donc déjà, en étant jeune, sans avoir fait spécialement des grands résultats chez les professionnels, je commençais à faire quelques petites placettes. Il y avait toujours un engouement médiatique. Ça me faisait une place dans les médias. On parlait de moi sur ma carrière, sur mes choix de carrière, sur ce que je voulais faire. Donc du coup, il y a toujours eu ce petit côté intérêt par les médias. Et moi, j'ai toujours été assez attiré par ce monde des médias et j'ai toujours su essayer d'en profiter, de jouer le jeu avec ça et d'avoir la patience de répondre à tous les interviews quand je pouvais. En 2004, c'est les débuts à Cofidis en tant que stagiaire. Quel genre de coureur vous êtes à l'époque? On ne savait pas trop. on savait pas trop parce que j'étais... alors je sortais de rugby, j'étais plus balèze que maintenant. J'ai perdu de la musculature pendant mes années, mais mes premières années, j'étais beaucoup plus fort, surtout des épaules et des bras. Et j'étais pas mauvais au sprint, donc on me voyait plus comme un coureur de classique, un routier sprinter. Et c'est plus tard où j'étais pas d'accord avec ça. Parce que j'avais toujours une préférence pour les courses à étapes. Alors, je sais pas si c'était de famille ou quoi, mais pour moi, mon rêve, c'était d'aller au Tour de France et de me battre pour les étapes de montagne. C'était mon rêve. Et je m'étais mis dans la tête donc je me suis beaucoup perdu pour essayer de perdre du muscle et c'est pas facile. C'est plus facile de perdre du gras que du muscle. Et il m'a fallu 5-6 ans à force de me battre pour toujours descendre 1 kilo par-ci, 1 kilo par-là. Et je suis passé pro, je devais faire 74-75 kilos. Et au pic de ma carrière, j'étais à 68-69. Puis en fin de carrière, j'ai repris un peu plus de muscles parce que avec l'âge, etc. J'étais remonté à 71-72. Donc c'était marrant que j'ai fait vraiment cette oscillation. Mais ce choix de carrière était... Des fois, je me demande si j'ai fait le bon choix ou pas le bon choix. Parce qu'il y avait... Encore aujourd'hui, ouais. Encore aujourd'hui, ouais, parce que ça a été super excitant, mais ça aussi, je me dis, est-ce que je suis pas passé à côté de belles victoires en étant un coureur plus robuste, parce que du coup, j'étais victime de blessures, j'étais toujours un peu malade, de mauvaise humeur, donc c'est pas facile, alors que les coureurs de classique, c'est un autre style de sacrifice, mais j'avais plus ce côté, je sais pas, ça m'excitait plus de faire un Tour de France ou un Tour d'Espagne qu'un Paris-Roubaix ou ce truc-là. Ça n'a jamais été ma tasse de thé, alors que j'avais plus un corps pour faire ces épreuves-là. Mais vous parlez du Tour d'Espagne, sur lequel vous avez pas mal performé aussi. C'est un tour que vous avez beaucoup aimé. Le Tour de France, on va y revenir forcément, avant de parler de l'édition 2024. C'est le plus beau et le plus dur, vraiment? Ouais. Ouais, et puis pas un petit peu, beaucoup. Et longtemps. Et longtemps, ouais. Ouais. Non, c'est
c'est très difficile. Même il y a encore des gens qui travaillent dans le vélo depuis 25 ans qui se rendent pas compte que le Tour de France, ça se court même différemment. Il y a des tactiques qui sont sur le Tour de France qu'on n'a pas sur d'autres courses. Et on le voit encore, hein, des responsables d'équipe, des managers qui font des choix tactiques qui sont totalement faux par rapport à la gestion d'un Tour de France. Et d'ailleurs, moi, maintenant que je suis commentateur à la télévision, je me dis, mais ils se rendent pas compte, nos Tours de France, ça fonctionne pas comme ça sur le Tour de France. Il y a tellement de micro-enjeux qu'on regarde même pas sur d'autres courses. Les classements par équipe, bon, cette année, il a été plié au bout de quelques jours. Mais souvent, il y a toujours la chasse à l'échappée, et les échappés qui devaient aller au bout, qui vont pas au bout pour un classement par équipe, parce qu'il y a des coureurs qui défendent une place de 10e au général dans la dernière semaine, alors que sur aucune autre course, ça se défend. Enfin, pas avec une équipe en tout cas. La bataille du maillot vert pour mettre les coureurs hors délai, etc. Ça n'existe pas non plus sur les autres courses. Et ça vous a déçu un petit peu justement qu'il y ait un peu moins de baroudeurs cette année peut-être? Ils n'ont pas eu le choix, les pauvres. Parce que le parcours ne s'y prêtait pas, bien sûr. Ouais. Et puis j'allais dire cette suprématie de Pogačar. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ce Tour de France 2024? Alors, d'un côté, il y a eu des étapes qui étaient très belles. On a eu, enfin, au niveau visuel, même s'il y a eu une domination de la UAE Emirates et puis de Tadej, il y a eu des étapes qui étaient belles, qui ont été disputées. Même quand il n'a pas voulu gagner et qu'il disait aujourd'hui je laisse une échappée, il y a toujours eu, finalement, c'était la Soudal Quick-Step qui a décidé que Remco il voulait attaquer Vingegaard. Pourquoi? Pour essayer de marquer un coup. Ça n'a pas marché. Donc du coup, il a gagné 2 étapes. Pas parce qu'il voulait gagner lui, mais parce qu'il s'est dit bon bah vous me les faites cadeau, je vais aller les chercher. Donc c'est pour ça, faut des fois un peu lire entre les lignes. Il y aurait pu avoir des étapes de baroudeur, mais non, il y a eu le choix un jour, la Visma Bike, ils ont fait la même chose. Ils ont décidé qu'ils voulaient mettre un coup de pression sur Tadej, donc ils ont cadenassé la course, alors que UAE, ils étaient très contents pour qu'il y ait une échappée. Et donc ça par 2 fois. Et ensuite celle de l'avant-dernier jour, ou le dernier jour, pardon, de la Couillole avec Remco qui essaie de faire un dernier petit coup et qui voilà. Donc finalement, oui, il y a eu une domination, mais j'ai trouvé que cette année, ils ont été vachement plus malins quand on regarde vraiment step by step par rapport à d'autres années où eux, ils avaient pas spécialement envie de tout cadenasser. On les voyait par les buts d'hélico en début de course. Ils n'étaient pas à l'avant de la course à cadenasser. Ils étaient souvent en retrait. Et ce qui les intéressait, c'est que la course aille loin. Les étapes de gap, tout ça, là, c'était que l'échappée prenne beaucoup de temps à partir, que ce soit les équipes qui se courent les unes après les autres, et après, on verra. Et en fait, il y a tellement eu où les coureurs et les équipes se sont courus les uns sur les autres, que ça a toujours mis en faveur l'équipe de UAE. Donc même sans le vouloir... C'est aussi pour ça qu'il y a eu cette suprématie. Mais c'est une suprématie qui fait beaucoup parler, comme à chaque fois, parce que quand quelqu'un survole une compétition comme il l'a survolée, ça fait pas que des heureux, il y a des envieux et il y a ceux qui disent, parce que quand on parle de cyclisme, il y a malheureusement toujours cette ombre de dopage qui disent mais est-ce qu'on n'est pas en train de retrouver quelqu'un qui pourrait utiliser des choses? Vous comprenez qu'on en soit encore là en 2024? Malheureusement, c'est un peu l'historique du vélo, il y a toujours un soupçon, même si tout ce qui est recherche, antidopage, ça évolue. Mais c'est vrai que dans d'autres sports, c'est génial, c'est un super-héros et on tolère l'image du super-héros. Bien sûr. Mais dans le vélo, on tolère pas l'image du super-héros. Mais je vais vous dire même une anecdote. Donc tous les matins, je vais faire la reconnaissance des derniers 20, 30 km, donc 30 dans un sens, 30 dans l'autre. Et puis en général, je pars de l'hôtel un peu avant, donc ça me fait 2 heures, 3 heures de vélo avant chaque étape. Mais j'aime bien les rouler et monter les bosses à un beau tempo parce que j'ai besoin de sentir les bosses et je me donne un peu une idée par rapport au gruppetto. Donc c'est-à-dire, moi je le fais assez frais avec 1 heure de vélo dans les jambes et je calcule par rapport à comment est-ce que les sprinteurs ils vont monter et savoir combien de temps ils vont perdre. Donc ça m'aide dans mon commentaire de le faire un bon tempo. Et ça sent, parce que regardez une carte avec écrit 5%, 6%, oui, ok, mais au milieu il y a peut-être un moment où ça descend de 150-200 mètres et qu'il y a une rampe à 8%. Et le nombre de fois que je me fais insulter sur le bord de la route, parce que moi je suis habillé avec ma tenue d'entraînement classique, mais je monte plus vite que certains pros dans la course. Alors j'ai pas fait ni l'étape de la veille, ni l'étape du lendemain. Je fais mes demi-heures de vélo, mais quand je fais mes tests de 30 ou 40 minutes, je monte aussi vite encore qu'un professionnel. Et j'entends sur le bord de la route, ouais, il a le moteur, ouais, il a le truc, mais il a machin. Donc les gens, ils ont cette perception où quand ils y arrivent pas, il y a une tricherie. Mais dans d'autres sports, c'est génial, c'est des héros. Donc malheureusement, pour répondre à la question, être champion cycliste, ça aussi veut dire que ça émet des doutes d'un côté ou l'autre.
Vous avez représenté l'Irlande pour les Jeux Olympiques? Oui, 4 fois. 4 fois. Et forcément, on va en parler de ces JO. Qu'est-ce que ça représente pour un sportif? Bien sûr que chacun nous dit ça a une saveur particulière, représenter son pays. Comment vous l'avez vécu? Alors les jeux, ça a toujours été... alors j'ai jamais été très bon au jeu. En 2008, j'étais encore un peu jeune. J'étais dynamique, j'étais agressif, mais c'était bon. J'avais fait dans le deuxième groupe, c'était pas une catastrophe, mais j'aurais aimé mieux faire. En 2012, j'ai fait une course au contraire très passive et c'était pas du tout la bonne tactique. C'était Cavendish, le grand favori. Les Anglais devaient cadenasser la course et puis finalement dans la dernière bosse, il laisse partir 25 coureurs et Cavendish est pas là et on dit ça va rentrer, puis c'est jamais rentré. Et moi j'étais là, dans mon plan, c'était de rester avec les Anglais et Cavendish et je bouge pas, et je me suis retrouvé avec 30 coureurs devant ou 25 coureurs devant. Donc ça n'a pas été fun non plus. Et Rio, malheureusement, j'ai eu un problème mécanique à l'avant-dernier tour et je fais 25 ou 26e par là. Et là, c'est un peu plus mon regret parce que j'étais vraiment prêt pour être dans les 10 premiers. Mais c'était un choix tactique aussi. À l'époque, ça se faisait pas trop de mettre un 54 avec un 32 derrière. Parce que la chaîne est longue, donc du coup, s'il y a des vibrations, la chaîne tombe et je le savais. Et j'ai quand même voulu prendre le risque parce que dans mon idée, c'était le 54 pour la descente. J'avais besoin du 54 si je voulais faire la différence. Et ça m'est retombé dans les pattes, entre guillemets. Et Tokyo, ça a été encore un moment où je sais pas si j'ai fait le bon choix d'y aller ou pas. Et donc ça va répondre tout de suite à votre question, mais les Jeux, c'était les Jeux. Au niveau carrière, l'équipe m'ont retiré du tour. L'équipe m'a retiré du Tour d'Espagne ensuite. Car ils ont dit que oui, j'avais pas le temps d'aller faire 3 semaines de stage en altitude. Maintenant, il faut absolument faire du stage en altitude. Et donc, je pourrais pas aller au Tour d'Espagne. Sauf que j'avais déjà fait 4 semaines d'altitude au mois de juillet pour préparer les Jeux. Donc, l'altitude était déjà fait. Mais bref, c'était une excuse pour l'équipe. J'étais en fin de contrat. C'était un peu pas de bonne guerre, mais c'était le jeu, voilà. Malheureusement. Sauf que il y a eu un moment où je me suis dit, est-ce que je vais au jeu? Parce que peut-être que ma carrière s'arrête si je vais au jeu. Elle s'est pas arrêtée parce que finalement j'ai été au jeu et j'ai fait chambre avec mon cousin qui m'a expliqué qu'il allait prendre sa retraite dans 2 mois. Et toutes les raisons pour lesquelles il a fait sa liste, j'ai dit en fait, tu sais quoi, cousin, je pense que tu as raison. Finalement, je suis bien. Quand est-ce que tu annonces? Il me dit septembre. J'ai dit ok, moi j'annonce octobre. et on s'est mis un peu d'accord. Mais c'est pour dire mais dans ma tête, je voulais aller au jeu. Il y a même eu un moment où j'ai même rêvé de tirer jusqu'en 2024 parce que je savais que c'était à Paris. Je suis quand même né en région parisienne. Ça aurait été cool de faire les Jeux à boucle, Paris. C'était pas mal aussi, ouais. Mais ça faisait un peu long à 3 ans de plus. C'était un peu compliqué. Dernier mot avant de terminer sur Paris 2024 et en début de JO, Remco Evenepoel qui remporte le contre-la-montre. Logique respectée pour vous? Oui. Ouais. Logique respectée. On l'a vu sur le tour, il est brillant sur un vélo de contre-la-montre. Il avait une très belle opposition. Ghana a fait un chrono top. Je pense que il doit pas avoir de regrets. Aujourd'hui, le champion du monde, c'est Remco. Et il est champion olympique dans la foulée. Pour moi, c'est normal. Et vous avez compris le fait que Pogačar ne veuille pas se lancer dans les JO? Polémique. Après ce tour dont on a parlé. Après... Voilà, alors il y a eu l'excuse de son ami qui n'a pas été prise par la fédération slovène pour chez les femmes, Urška. Moi, je pense qu'il était aussi très fatigué. Ouais. Et que si ça se refuse pas une médaille olympique. Donc si dans la tête il était en forme pour aller chercher une médaille olympique, c'est pas parce que sa copine elle a pas été prise pour aller faire les Jeux. Il a exposé ça dans les réseaux sociaux, il a dit son mécontentement, mais je pense que son choix de pas aller aux Jeux, c'est plus que ça. Ça se refuse pas une médaille olympique. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous, d'avoir partagé toutes ces expériences. On était ravis de passer ce moment ensemble, Nicolas Roche. Vous serez de retour sur le plateau de TV Monaco très vite, j'en suis sûr. J'espère. Pour partager encore tout ça avec nous. Merci encore. Merci à vous. À très bientôt. Merci à vous de votre fidélité. On va remercier toutes les équipes techniques de TV Monaco en régie. On va remercier aussi toutes les équipes de la rédaction des sports de TV Monaco. Dans l'oreillette aujourd'hui, Johan Cherami, que je salue. Merci à vous encore une fois pour votre fidélité. On se retrouve très vite sur TV Monaco. Bye bye.